La Corse ne compte plus de représentants en Coupe de France et cela dès les huitièmes de finale. Retour au championnat avec l'ACA qui doit rompre avec une spirale négative et le Sporting qui doit lui poursuivre sur sa lancée. Papi, una gasada entrata in da nostra memoria, due sillabe conosciute da tutte le generazioni. A una sera, 134 buts, un seul maillot, un joueur exceptionnel, un tempérament de gagneur-né bien caché sous un sourire discret, des qualités rares toujours mises au service du collectif, un homme aimé, toujours célébré, disparu, voilà déjà 40 ans. Pour évoquer Monsieur Claude Papi, deux de ses anciens coéquipiers, amis, Charles Orlanducci, Paul Marchionni. Merci messieurs d'être avec nous. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Un livre est paru, il est disponible dans toutes les bonnes librairies. Regardez, Claude Papi, l'icône, il a été coécrit par vous. Bonsoir Jean-Paul Capour, avec Jean-Marc Raphaël, avec Xavier Grimal, Jean-Richard Gradiagne, il y a des photos de Gérard Baldo, de Gérard Koch également. Vous allez nous livrer plein de secrets ? Quelques-uns. On attend ça avec impatience. Et parce qu'il nous faut passer par là, parce que l'image dit beaucoup, une mort à 33 ans en jouant au tennis et un enterrement dans un silence assourdissant. Charles, cette image dit l'émotion immense qui avait enveloppé la Corse entière quand Claude Papi s'en était allé soudainement. C'était un moment très dur pour nous. C'était un choc. Et on n'a pas digéré, en fait. On n'a pas eu le temps d'exprimer vraiment toute la douleur qu'on a ressentie. Paul, chez vous, l'émotion est toujours présente, on le sait, mais l'image de Claude Papi, elle est demeurée 40 ans après. Vous vous souvenez de ce jour-là, évidemment ? Ah oui, je ne sais pas ce que j'ai mangé hier, Laurent, mais je me souviens toujours où j'étais. L'heure qu'on m'a téléphoné pour m'annoncer cette mauvaise nouvelle, la personne, et je me souviens de tout, 40 ans après. On ne peut pas oublier. Jean-Paul Capour, on interrogera plus tard le mythe, mais tout le monde dit Papi, comme si c'était un nom de ralliement, un nom d'unité. Oui, parce qu'il incarnait les valeurs qu'on aimerait voir plus souvent s'exprimer en Corse. C'était la générosité, c'était l'humilité, c'était la fidélité au maillot et aussi en amitié. Beaucoup de qualités chez un homme qui pourrait servir de modèle. Vous jouiez au baby-foot quelques heures avant sa disparition avec lui. Oui, parce que au-delà de nos relations professionnelles, nous avions lié des liens d'amitié par l'intermédiaire d'un ami commun, Jean Stouvenot, et puis du fait qu'il avait son magasin très près de l'agence du Provençal de l'époque. Et pratiquement tous les jours, on faisait des parties de baby-foot endiablées. Et ce jour-là, il nous a quittés en disant « Bon, allez les gars, je vous laisse, je vais faire un tennis et on se revoit ce soir ». Et il n'est jamais revenu, effectivement. Et on va largement le redécouvrir, Claude Papi. C'était un joueur et on en dessine déjà un petit peu les contours. Avant de revenir justement sur Claude Papi dans la deuxième partie qui sera très longue, je peux vous l'assurer. En tout cas, on va essayer. L'actualité brossée rapidement. Et l'actualité, c'était la coupe le week-end dernier. L'ACA à Toulouse n'était pas au mieux. Beaucoup de joueurs indisponibles, la tête au championnat, au point que l'on croyait que le match serait une formalité pour les Toulousains. Eh bien, pas du tout. L'ACA, en noir, a fait honneur à son maillot, s'est battu vaillamment, s'est même créé plusieurs belles situations. Et peut-être que si un but était venu les récompenser, ce match aurait pris une toute autre tournure. Mais au final, à l'heure de jeu, on va le voir, en 4 petites minutes, finalement, Toulouse a emporté le sort de la rencontre. Malgré tout, est-ce que vous pensez que c'est encourageant, Paul Marchionni, cette défaite ? Bon, les défaites, c'est jamais encourageant, mais par rapport à la déculottée que l'ACA a pris du côté de Monaco,
c'est quand même, ils se sont ressaisis à Toulouse. Enfin, je pense que l'objectif numéro 1 de la CA, c'est le maintien. Hein. En plus, j'ai vu que il avait fait tourner, hein, il Beaucoup, avait fait jouer des jeunes. Donc, c'est vrai que c'est jamais facile. Hein. Après une défaite comme ça, mais je pense que le plus important pour eux, c'est le championnat. Le championnat, Charles, ce sera Lyon, dimanche, à Timisolo, 17h05. Lyon, c'est des moyens énormes. Il y a un mercato là qui est en train de se jouer dans les dernières heures. Il y a Laurent Blanc qui est arrivé, mais ça marche pas très fort à Lyon. Faut faire quoi? Voilà, faut leur rentrer dedans. Il faut profiter de la situation de Lyon, qui n'est pas au mieux encourageante. Et un match reste, surtout un match comme ça reste possible pour la CA. C'est sûr que Lyon a un soi-disant niveau supérieur, mais le jour du match, il faut être au même niveau, il faut y aller, quoi. Voilà. On va regarder justement ce classement de Ligue 1 pour s'apercevoir justement que Lyon est 9e, donc très très loin de ses standards. La CA est désormais dans la zone rouge, Jean-Paul, reste sur 3 défaites en championnat, dont on l'a dit le 7-1 concédé du côté de Monaco. Mais ces vertus défensives qu'on a redécouvertes un petit peu du côté de Toulouse, ça va servir à la CA selon vous? Certainement. Moi, et puis je retiens le match qu'ils avaient disputé à Marseille. Hein. On ne donnait pas cher de leur chance et puis ils avaient fait un très bon match. Moi, je pense qu'ils sont capables de le faire. Et puis, au-delà de ça, moi, ce que je retiens, c'est que la CA est aujourd'hui un club assez solide pour, s'il venait à être rétrogradé, relégué en Ligue 2, c'est un club assez solide pour supporter ce petit coup dur, je dirais. Les fondations sont solides, il y a un centre de formation qui fonctionne très bien, le club est structuré, il y a des infrastructures qui s'améliorent au fil des années. Je ne m'inquiète pas pour la CA. La CA est montée en soignant sa structuration. Paul, c'est un exemple à suivre? Mais je trouve que c'est très, très cohérent ce qu'ils font, hein, que ce soit au niveau des jeunes, du centre de formation, au niveau des pros. On fait confiance à des jeunes. Moi, comme le dit Jean-Paul, je ne suis pas inquiet pour la CA. Allez, on passe au Sporting tout de suite. Le Sporting qui est passé tout près d'une qualification en coupe face à Lorient. Une défaite, mais des débats largement à l'avantage des Bleus contre le 7e de Ligue 1, hein, quand même. Charles, est-ce que ces Bleus-là, les Bleus de cette saison, ils vous font plaisir? Je dirais oui, ils me font plaisir parce que là, ils sont en train de faire de bons matchs. Hein. On a vu les derniers matchs. Il y a de l'envie, il y a de la puissance, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un peu finir par un but quelquefois. Il y a des occasions qui auraient pu être marquées. Mais je ressens une équipe combative qui a envie de... Qui vous plaît? Qui me plaît, oui. Paul, on dit souvent, la coupe, c'est dans l'ADN du Sporting, nous les journalistes. Ça veut dire quoi exactement ça? Mais, moi, ce qui m'étonne aujourd'hui, quand on parle de la Coupe de France, les entraîneurs disent tous, on va faire tourner. Bon, il n'y a plus de Coupe de la Ligue, la Coupe de France quand même, c'est une coupe. Vous en savez quelque chose tous les deux? Victoire en 81 quand même. À l'époque, on n'attendait que ça, la Coupe de France. À la plupart du temps, on était au milieu du tableau. Et la coupe, et aujourd'hui, ça me fait rire. On fait jouer le deuxième gardien. Je ne comprends pas. Bon, Régis Brouard fait assez peu tourner. Hein. Pour lui, la coupe, c'est important, comme pour le Sporting, Jean-Paul. Le fait qu'il ait re-signé 2 ans... c'est intéressant pour vous, il va pouvoir installer sa stratégie. On a vu qu'il va chercher des joueurs dans des petits championnats au Luxembourg. Il valorise un peu certains actifs. Ça vous paraît être une bonne stratégie? Oui, d'autant que ce qu'on constate, c'est que l'équipe s'est bonifiée au fil des matchs. Se bonifie au fil des matchs. Aujourd'hui, il y a plus de profondeur de banc, justement, pour lui donner un peu plus de latitude pour faire tourner, même en championnat, parce qu'évidemment, il faut quand même préserver les forces de chacun. Le groupe est intéressant. Au niveau de l'état d'esprit, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a peut-être, évidemment, des progrès à faire au niveau technique. Il y a encore un petit peu trop de déchets. Devant le but, surtout en phase offensive. Voilà. Mais bon, là encore, je ne suis pas inquiet dans la perspective du maintien du Sporting. Mais Djoko, c'est pas mal. Et puis, il y a Magri qui revient. Santé, il est là aussi. Ça va peut-être se débloquer à un moment ou à un autre. Et puis, la trésorerie est quand même moins tendue. Claude Ferrand, il nous l'avait dit. Et le trading, hein, c'est la seule ressource, et avec la formation. On passe à présent du côté du national. Si vous êtes
d'ores et déjà prêts à nous suivre en régie? Pourquoi pas? Allez, on saute. On va directement du côté de Borgo. Le National, 6 défaites de rang, dont 3 grosses avant la trêve, je vous le rappelle. Mais pourtant, ils ne se sont pas résignés, les joueurs de Borgo. Regardez, c'était vendredi dernier devant le public, après 2 lourdes défaites à domicile. Dès les premières minutes, ils ont une belle occasion, Sangaré même tout proche d'ouvrir le score. Mais il se blesse sur sa tentative et c'est Kercourt qui va le remplacer. Et regardez, c'est lui qui débloque la situation de son pied gauche sur un bijou de coup franc devant Paul Salor, notre journaliste. Une vraie délivrance. C'est le premier but de Borgo dans ce championnat national depuis le 25 novembre, mesdames, messieurs. Bourg-en-Bresse tente alors de réagir. C'est la 2e équipe du championnat à l'extérieur, quand même. Les Rouges et Noirs entament malgré tout la deuxième période comme ils l'avaient commencé dans la première. Et sur un énième contre de la recrue Brendan Levas, il se procure un pénalty et il est transformé par Isaac Emmans, 2-0. Borgo ne lâchera pas sa victoire. La trêve hivernale a fait du bien aux hommes d'Alexandre Torres. Le score aurait même pu être plus lourd. Regardez, Doukou par 2 fois rate l'occasion de tuer le match. L'essentiel n'est pas là. En signant sa première victoire depuis le mois d'octobre, le FC Borgo lance l'opération commando pour le maintien avec 7 points de retard sur le premier non relégable. La route est encore longue, mais sait-on jamais, de nouvelles recrues ont rallié les Rouges et Noirs. Et puis on me dit en régie que j'ai un petit peu sauté le championnat de Ligue 2. On va pas vous le remettre, vous connaissez, mais le Sporting est 8e avec 28 points. À maintenant 5 points de Bordeaux, le deuxième. Le Sporting qui ira jouer du côté de Grenoble avant de recevoir Saint-Etienne un mardi soir aux alentours de 20h45 si mes souvenirs sont bons. Allez, on passe au National 2 avec Fouriagne qui recevait le leader Fleury. Regardez, eh bien, la SFA de Patrick Videra n'a pu faire mieux qu'un 0-0. Il y a eu beaucoup d'opportunités pour les Noirs. En première période, ils ont assis leur jeu face à un leader qui a fait le dos rond, hormis sur ce contre un petit peu où Fouriagne a été quelque peu inquiété par cette frappe légèrement dévissée. Mais c'est véritablement les hommes de Videra et de Philippe Ferroni qui ont eu le but au bout des pieds. Ici, ça a été Nouala, encore Nouala de la tête. Il est très fort cette année, Nouala. Mais tous les autres attaquants ont quand même bien joué cette rencontre face au leader. Et on a été tout près de voir Fouriagne finalement aller chercher plus que ce 0-0. Fouriagne qui est désormais 4e. Bon, il n'en a qu'un qui monte dans cette division à 6 points de Fleury, justement, toujours leader. Le classement de National 3 à présent, Cannes est tout en haut après 13 journées, l'AS Cannes, et qui possède déjà un matelas très important. L'ACA est désormais 2e. Vous voyez, le GFCA compte une rencontre en moins et vous allez découvrir un petit peu plus tard que c'est sans doute les dernières rencontres qu'il a disputées le GFCA dans cette division. Le Galea Luciane revient, Corté est là aussi et le FC Balagne est toujours dans la course pour aller chercher le maintien. Un classement, je vous le disais, duquel le GFCA sortira. Il sera sans doute liquidé lundi prochain. En tout cas, sa société commerciale qui gérait depuis plusieurs saisons. La liquidation devrait être prononcée, mettant fin à une histoire récente extraordinaire, il faut bien le dire, séquence qui avait vu notamment le club évoluer en première division. C'était quand même assez énorme pour la première fois de son histoire, mais depuis, et notamment ce barrage contre Le Mans qu'on n'a toujours pas digéré, nous, des dirigeants poursuivis, un président actuellement incarcéré, donc une fin programmée en équipe senior. Cette liquidation annoncée n'est pas pour autant la fin de l'histoire du club, sous l'impulsion de Louis Poggi, Alessandre et Lemoigne et d'autres, avec l'entremise de Maître Nez. L'association tente de se relancer et pourrait gagner un premier match le 14 février prochain et entrer ainsi en redressement judiciaire, soit une procédure qui vise à repartir, notamment en jeunes. Et c'est important, le GFCA compte quand même 340 licenciés. Le GFCA doit survivre, Paul Marcagne? Je suis surtout triste pour les anciens qui ont fait l'histoire de ce club, que ce soit les Tavernes, les Risterucci, les Alfonsi. Et voilà, je suis très peiné. Mais bon, j'espère que le Gazélec va pouvoir repartir de plus belle. Gazélec, le foot corse a besoin du Gazélec? Ben oui, c'est le Gazélec est le premier club corse qui a mis le football corse à l'honneur, je dirais. 4 titres de championnat de France amateur. À l'époque, c'était le porte-drapeau du football corse et on s'est tous ralliés. 5-1 à l'OM, au Vélodrome, en Coupe de France quand même. C'est le premier club qui nous a fait rêver. Voilà. Ouais. Et donc, rien que pour ça, il faut absolument que tout soit mis en œuvre
pour le sauver. Et on ne l'oublie pas, le GFCA, effectivement. Ce lundi, les dirigeants de la Squadra Gours sont mis en place avec la directrice de la prison de Borg, où un match avec les détenus. Koulibaly, Mandri, Guipoggi ou encore Félix Thom y ont partagé avec les prisonniers, tous ceux qui avaient en tout cas une appétence pour le football. Un match de football comme une bouffée d'oxygène pour oublier leur quotidien, mais avec un message en filigrane, à drogue à Vaur. C'est une vraie belle initiative. Un article complet, vous le voyez, est à retrouver sur notre site. Il est signé Sébastien Bonifay. Charles Paul, vous y étiez, il me semble. Vous avez été associé à cette démarche. C'était intéressant, Charles ? Oui, c'était intéressant. Bon, le match en lui-même ça s'est joué dans le hall, dans le gymnase. C'était un match de sixte, en fait. Ça s'est très bien passé. Une équipe de prisonniers qui en voulait. C'était normal, ils se défoulent. Et une belle équipe de la Squadra Gours, d'anciens de la Squadra Gours. Voilà. Donc, belle initiative, vous avez passé un bon moment. Très, très bon moment, oui, effectivement. Allez, il est l'heure, messieurs, d'évoquer Monsieur Claude Papy. Et pour se faire une idée du joueur, mais aussi de l'homme, on va le redécouvrir tout au long de cette émission. Il ouvre cette partie. Je crois que c'est toute l'équipe qui a gagné, et quel que soit le joueur qui marque le but. Je crois qu'il y a toujours 11 perdants ou 11 gagnants, mais je ne crois pas que ce soit un seul gars. Je crois que la balle m'est venue sur le pied, c'est moi qui ai marqué, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Vous pouvez nous raconter dans le détail l'action, vous vous en souvenez ? Oh non, je ne m'en souviens plus très bien. La balle m'est passée devant, j'ai frappé. C'est une interview après le but contre Zurich. C'est quand même pas mal. Ouais. Pour lui, c'est simple. Il s'efface devant le collectif. Ouais, il dit quelqu'un d'autre aurait pu le marquer, voilà. Facile, quoi. Voilà. Il n'était pas si facile à mettre quand même. Mais je crois que le soir, face à un gardien qui avait fait des exploits, il n'y avait que Claude qui pouvait nous délivrer de ce match. Vous sentiez ça sur le terrain? Il n'y avait que Claude qui avait les clés? Oui. Pour nous, c'était un match difficile. D'ailleurs, dans le public, il n'y avait pas d'ambiance. Les gens, ils attendaient. Ouais. Et puis après, il y a ce geste technique. Je crois qu'il n'y avait que lui qui pouvait faire ce geste vraiment au bon moment. On va parler de son jeu, on va parler du joueur, Jean-Paul Capour, mais on a voulu mettre en exergue cette interview parce que son esprit va fonder son jeu, en quelque part. C'est un meneur de jeu. Il est au service du collectif. Mais toujours avec beaucoup d'humilité. Ah oui, c'est ce qui transparaît un peu de cette déclaration. Déjà beaucoup d'émotion d'entendre sa voix, parce qu'il n'accordait pas beaucoup d'interviews et on n'a pas souvent eu l'occasion de l'entendre après sa brutale disparition. Déjà beaucoup d'émotions, donc de l'entendre. Et puis, comme je le disais, son commentaire illustre bien sa personnalité. Voilà, il ne tire pas la couverture à lui. Il a l'impression que le geste qu'il a réalisé, c'était facile, c'était donné à tout le monde. Et comme le disait Paul, il n'y avait que lui. En plus, la reprise de volée, c'était son exercice préféré. Ouais. Moi, même les retourner. Exactement. J'ai d'autres reprises de volée en mémoire. Pied droit, pied gauche. Enfant, j'étais un match en 71. Le Sporting était menacé de relégation. Il fallait gagner tous les 7 derniers matchs à Fourial. Il était tout jeune. Et je me rappelle toujours d'une reprise de volée contre Lyon à la 90e minute. Pareil, évidemment, le stade n'était pas aussi plein, loin de là, mais ça avait été une délivrance énorme. Et des buts décisifs, il en a marqué une quantité invraisemblable. Ce que je voulais souligner aussi avec vous, messieurs, Charles, peut-être, c'était un athlète complet. Il avait fait pas mal de sports scolaires, du basket, de l'athlétisme. Il jouait au foot tout le temps. Il était complet, Paul. Oui. Il était... physiquement, il n'avait pas l'air d'être vraiment... quelqu'un même presque fluet. Voilà, il paraissait nonchalant, tout ça, mais en fait, il était physique. Il était très bon sur le jeu de tête. Il avait une intelligence de jeu incroyable. C'était pratiquement notre capitaine. Ouais. Il ne voulait pas être capitaine, c'est ce que vous nous avez confié. Pourquoi ? Il m'avait dit que non, il n'aimait pas être, il voulait pas, il a laissé tomber parce que il voulait plus de liberté dans le jeu, quoi. Ne pas avoir à commander les joueurs d'une façon ou d'une autre. Lui,
lui, il fallait qu'il soit libre de faire ce que... c'était le meneur de jeu, en fait. Hein, voilà. Et ce qu'on voulait souligner aussi, c'est que c'était un faux lent, hein, Paul. Hein. Oui. Parce qu'on avait l'impression qu'il était toujours sur le même rythme, mais il avait toujours cette petite touche, il pratiquait l'évitement, il était quand même très très fin. Très très fin, mais c'est vrai que les gens pensaient qu'il avait de grosses lacunes au niveau athlétique. Et c'est ce que pensait Pierre Cahuzac quand il est arrivé. Voilà. Hein. Et c'était pas le cas. Hein, quand il y avait des footings, il était toujours devant. Même au niveau, quand on travaillait en puissance, il était toujours là. Hein. Et Cahuzac et Mekloufi, Rachid Mekloufi, qui vous a entraîné aussi, Charles, l'a beaucoup fait travailler aussi sur la vitesse et sur l'endurance. Si je dis, Paul, que c'était un mix entre Georges Franceschetti, qui courait beaucoup, qui défendait pas mal aussi, et peut-être Rachid Mekloufi, qui était un finisseur. D'ailleurs, on va revoir un petit peu le nombre de buts qu'a marqué Claude Pape, c'est effarant, c'est un record qui sera sans doute jamais battu. Ça vous plaît si je dis que c'était un mix entre ces deux joueurs-là ? Oui, c'est pas mal. C'est vrai que Mekloufi, il a dû apprendre beaucoup, hein, que ce soit au niveau de la vision du jeu, au niveau technique. Et puis bon, Georges Franceschetti, c'était quand même un compétiteur, hein, au niveau de l'agressivité, tout ça. Et c'est vrai que ça fait un mélange. C'est bien trouvé. Merci. 479 matchs, on peut la revoir tranquillement, cette palette. 134 buts, bon, selon les sites, ça fait 135, 133. Nous, on en a mis 134, comme vous, dans votre livre. On vous a suivi. C'est quand même énorme. Énorme. Pour quelqu'un qui défendait, il était partout sur le terrain. C'est quand même énorme. Énorme, oui, parce qu'il était très adroit. Ah oui. Très adroit. Et en plus de sa vision du jeu, il avait un grand sens du placement. C'est-à-dire que quand c'était lui qui amorçait une attaque, il savait où il fallait se placer ensuite pour la poursuivre et pour être à la réception d'un centre de Jacques Dismaco, de Dragan Zagic ou un relais avec Georges Franceschetti. Il savait exactement où il fallait se mettre et donc après était très adroit face au but. On en découvre quelques images d'ailleurs de la tête, du pied droit, du pied gauche, on l'a dit, en retourné. Regardez celui-là, le retourné, il est pas mal quand même. Il savait à peu près tout faire. Meilleure attaque, 76-77, on s'en souvient. C'est pas le cadre pour évoquer ça, mais il y avait une petite collusion pour le titre entre certaines équipes, parce que peut-être que cette équipe-là, elle méritait le titre de champion de France de Division 1, et ça a fait 3e quand même au bout, et la Coupe d'Europe derrière. Quel buteur quand même, hein, pour un joueur qui donnait quand il le fallait aussi, qui n'était pas toujours à se mettre en avant, Paul. Claude savait tout faire. Hein. Il était capable de marquer des buts, il était capable d'être passeur, mais je crois qu'aussi sa qualité principale, parce qu'on l'oublie souvent, c'était un compétiteur. Hein. Ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Hein. Ouais, ça, vous me l'avez souvent souligné. Là, bon, on est à son acmé, là, 77-78, il va être énorme. Hein. 7 buts, 4 passes décisives. On ne comptabilisait pas vraiment les passes décisives à l'époque, ni les passes clés, parce que sinon ce serait énorme. C'était un gagneur-né. Hein. Il voulait gagner à tout prix. Hein. Et ça, sa figure, c'est vrai, son physique ne le disait pas. Mais vous le ressentiez. On le voyait dans les petits jeux, hein, à l'entraînement. Hein. Avec Charles, combien de fois on s'est pris avec lui, hein. On restait une journée ou 2 journées sans se parler. Hein. Parce que on discutait, le ballon était sorti ou pas sorti, le but était rentré ou pas. Hein. Charles pourra le dire aussi. Ouais, et là, on voit un de ses buts, c'était à Iéna au match retour. C'est la première défaite que vous avez enregistrée, Charles, parce que vous aviez gagné à l'aller quand même 7-2 contre un monstre du football est-allemand à l'époque. 77-78, c'est l'acmé, c'est l'apogée de Claude Pape. Oui, on peut dire oui, parce que ça a été pour lui, il a fait partie des joueurs qui était incontournable, je veux dire, dans le jeu. Il a amené... on s'est retrouvé avec une très grosse équipe. On s'en est rendu compte au fil des matchs. Et celui qui mettait de l'huile dans les rouages, qui unissait tout le monde, c'était Claude. Et Claude, justement, par exemple, un match contre Torino, quand on a tiré Torino, on était un peu inquiet. Et c'est lui qui nous a remis en place en disant « Écoutez, moi, je regarde les matchs italiens à la télé, je ne vois pas grand-chose. Donc, on peut faire aussi bien que... » Il y a quand même 9 internationaux sur 11. Hein. Voilà. C'était quand même pas trop mal. Mais quand même. Vous me faites une passe en profondeur. Je vais
vais m'en saisir, Charles. Regardez, le but de Zurich, qui figure chaque semaine, vous le savez, dans notre générique de Foot et Basque, qu'on a remis déjà dans les titres, c'est sans doute son but, notre but à tous. Mais j'ai voulu souligner aussi son côté altruiste, cette latitude à s'insérer dans une offensive, à créer du lien. Regardez, c'est sans doute le plus beau but de l'histoire du foot corse. Torino Bastia, dont vous nous parliez, Pape, il n'est qu'un rouage. Il brille moins, c'est vrai, dans cette action que la Cuesta ou Larios, mais c'est peut-être lui qui déclenche la passe, qui illumine tout, qui déclenche tout. Écoutez, c'est un commentaire de Pierre Cangioni. Petit pont réussi par De Zerbi, à quel culot. Papi. La Cuesta pour Johnny Rep sur l'aile. Rep qui va peut-être pouvoir déborder, préfère revenir. La Cuesta en arrière, Larios, reprise devant le but. 18e minute de jeu. Bastia ouvre la marque à Torino. Jean-Paul, la demi-volée de Larios est exceptionnelle, mais on a revu la passe de Pape qui est quand même très très bien sentie, qui est dans l'exact bon tempo pour la Cuesta. C'est ce qui fait la transition entre la phase défensive et la phase offensive. Là aussi, on souligne Pape. Exactement. D'ailleurs, on a disséqué un peu de l'épopée européenne, toutes les actions à l'origine desquelles était Claude. Donc, en dehors du fait qu'il était souvent finisseur, dernier passeur, il a souvent été à l'origine des actions décisives. Et puis moi, je voudrais juste rajouter un petit truc sur le profil de Claude Pape, c'est qu'il était très dur au mal. Il avait un jeu pour prendre beaucoup de coups, mais il savait toujours se relever. Il n'y avait jamais du chiquet pour essayer de rester par terre, d'obtenir un penalty. Lui, quand il prenait un coup qu'il pouvait se relever, il se relevait pour poursuivre l'action. Et puis il y avait dans son jeu de l'évitement, de la fluidité, de l'accélération avec le ballon au moment clé. Défensivement, il s'effaçait jamais. Il travaillait comme un milieu défensif. On va laisser quand même ces images parce que on est déjà très en retard, mais je veux que vous découvriez quand même le Claude Pape, et en tout cas ceux qui l'ont pas connu. Là, il est en numéro 8 parce que il est un petit peu partout au début de sa carrière. Il y a Georges Franceschet qui joue avec lui. Donc, il a même joué ailier gauche. Voilà, ailier gauche. Regardez ce que dit Jean-Michel Larquet, qui n'est pas le plus grand admirateur du football corse. Il disait ça de Claude Pape, il dit ça de Claude Pape dans votre livre. Il était la preuve éclatante que le football corse, c'était aussi l'élégance, l'intelligence, la classe par excellence. Il n'était jamais énervé, jamais crispé. Il avait les traits du visage apaisés. C'est vrai, Jean-Paul. Exactement. On peut dire, comme vous disiez tout à l'heure, c'était un faux lent. C'était un faux timide aussi. Et puis c'était peut-être aussi, comment dirais-je, un faux calme. C'est-à-dire qu'il gardait en lui toute sa concentration, tout son influx nerveux. Et il paraissait toujours apaisé, effectivement, alors qu'il bouillonnait à l'intérieur. Jean-Michel Larquet, il dit ça parce qu'il n'aimait pas trop les coups qu'il prenait peut-être de votre part, non, il préférait pas que vous, par exemple. Là, je suis d'accord avec lui. L'intelligence, Claude, sa force, c'était l'anticipation. L'anticipation, je veux dire, ça fait partie des grands. Et c'est pour cela qu'on espérait toujours, parce que c'était quelqu'un qui faisait la différence. Ouais, et surtout, il croyait en vous, oui. En collectif. Voilà. Charles nous le disait, contre Torino, il ne l'avait finalement pas peur. Il croyait en vos forces. Oui, il croyait en ce qu'il faisait, en fait. Parce qu'il avait... il voyait les choses comme ça. Et ça nous aidait. C'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'il aurait fallu qu'il continue à être capitaine. Mais attention, Laurent, c'était aussi un meneur. Moi, je me souviens, à la mi-temps des matchs, il voulait, surtout les jeunes, il nous bougeait, franchement. Vous me disiez, il parlait cas pour cas, pas devant tout le monde. Avant les matchs, toujours le conseil. Non, franchement, c'était aussi un meneur. On va envisager maintenant, Jean-Paul, vous nous quittez. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Jean-Marc Raphaël, le co-auteur du livre, va vous remplacer en compagnie de Madi Pape. Et on va évoquer l'homme Claude Pape. C'était d'abord les amis Claude Pape. Regardez, là, on le voit, tiens...
Vescovat. Et à la chasse. Et voilà, on a passé la journée au village. Ça s'est très bien passé. Pêche, chasse, environnement, les amis, Madi, Pape, oui, pétanque, cartes aussi, boules, hein, c'est vrai. Madi, Pape, vous nous avez rejoints, merci beaucoup d'être là. C'était aussi ça, Claude? Les amis, la pétanque, les cartes, c'était pas que le foot? Oui, entièrement. Ouais. Il n'était pas souvent à la maison alors? Pas trop. Oui, il faisait la sieste et il sortait ensuite. Ouais. Il était sérieux dans la vie de tous les jours? On a Très. l'impression qu'il était très professionnel quand même. Très professionnel, oui. Ouais. Il sortait assez peu. Jamais. C'est ça. Il était très attaché à la Corse et à Porto Vecchio. Oui. À la Corse et Porto Vecchio, oui. Et puis bon, ses amis, la chasse, la pêche, ses enfants après. Lui, c'était sa vie, quoi. On va redécouvrir quand même les images. Hein. Vous pouvez les laisser en régie, bien sûr. On va pas. Voilà, on retourne à Vescovat, mais on en avait d'autres derrière. Il faut peut-être sauter un petit peu d'une quinzaine ou d'une vingtaine de secondes, parce que on avait des images de Claude en 72, Jean-Marc, parce que en 1972, c'est la première finale de la Coupe de France et Claude Pape y entre et c'est lui qui est à l'origine. Je l'ai moi-même redécouvert du coup franc qui va donner lieu à la tête de Georges Franceschetti. C'est déjà presque une première victoire quand même pour le football corse et Claude Pape, non? Oui, bien sûr, et puis c'est dans la continuité de ce que vous disiez tout à l'heure. Soit il était à la passe décisive, soit il était à l'origine. Il a toujours été au départ, c'était un peu le déclenchement. Il donnait le tempo, et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ses partenaires suivaient. Et peut-être que là, ils sont bien placés pour le dire, que s'il n'était pas là pour donner cet élan, le club de Bastia n'aurait pas eu cette réussite comme cette belle finale de 72, malheureusement perdue. Ouais. Et injustement perdue. 2-1 contre l'OM. Alors les médias, il n'aimait pas trop ça. Hein. Il préférait l'entraînement, lui, Claude Pape. C'est clair, m'a dit. Tout à fait. Ah, on la revoit, cette finale. Regardez, c'est lui, regardez. Il va chercher ce coup franc et ça va faire le but de Georges Franceschetti de la tête, qui était très, très, très fort aussi, Georges Franceschetti de la tête, mais malheureusement, 2-1. Et puis là, on découvre Claude Pape en équipe de France. Écoutez. Papy, voilà qui est bien joué, il n'est pas hors jeu, Papy. Centre de Papy, reprise, superbe. Oh, but superbe. On appelle ça une passe décisive, Paul Marchionni, non? Et là, c'est Argentine 78. Alors Papier joue le troisième match sans enjeu. Tir de Papy, ouais. Alors il est excellent en première mi-temps. Hidalgo le sort, sans doute parce que Platini veut jouer la deuxième mi-temps. Donc Pape, il n'aura que 3 sélections, une 4e qui comptera pas vraiment comme sélection. Il n'a jamais été frustré, m'a dit, de ça? Pour l'équipe de France? Ouais. Pas du tout. Non? Non. Il était content d'avoir fait ce voyage, il avait... Oui, mais bon, c'était pas sa tasse de thé. Non. Et en plus, bon, à l'époque, il avait très très peur de plus en plus de prendre l'avion, donc si on l'appelait pas, il était content. D'accord. Pour nous, ça a été une frustration, Jean-Marc, sincèrement. Pourquoi Hidalgo n'alignait pas Pape et Platini? La génération d'après, il va aligner Giresse, Genghini et Platini 3. La génération d'avant, le Brésil 70, il y avait 4 numéros 10. Pourquoi? C'est peut-être le talon d'Achille, le fait qu'il était timide et effacé et qu'il fuyait les médias est peut-être un peu à l'origine de ça, parce que lui, il ne se vendait pas, contrairement à d'autres, mais je pense qu'il avait largement sa place en équipe de France. Et comme le dit Madi, c'est vrai qu'il n'était pas très attaché, d'abord parce qu'il avait un peu peur de l'avion, parce que Charles et Paul le peuvent témoigner, chaque fois qu'il était un peu loin de Bastia, il passait son temps au téléphone pour avoir des nouvelles et de sa femme et de ses enfants. Donc je pense qu'il y a aussi ça. Et puis après, je dirais, on l'a souvent voulu mettre en exergue la rivalité avec Michel Platini, mais pour avoir longuement discuté avec Platini, il disait que c'était pas du tout vrai, qu'ils étaient vraiment sur un pied d'égalité. Il avait beaucoup d'admiration, Platini avait beaucoup d'admiration pour Claude Pape, et il disait que c'était une force pour
pour l'équipe de France et que la rivalité, c'était des arguties de médias et de journalistes. C'était Hidalgo qui lui a dit, je suis obligé de te sortir, on m'a dit de faire entrer Platini. Voilà. Ouais. Les médias, les sponsors. Les sponsors. Oui, c'est ça. Un monde étranger à Claude Pape qui était plutôt foot populaire. Oui, il y avait un peu de mercantilisme, je pense, même au niveau des annonceurs, des équipementiers, etc. Quoi. Voilà, alors pour rompre avec ça, regardez ces chiffres. Les caps au Sporting Étoile Club de Bastia, parce que ça s'appelait comme ça à l'époque. Regardez, le premier, eh bien, c'est Charles Orlanducci, 507 caps. Claude Pape, 479 caps. Et non, là, il y a une petite erreur. Le troisième, c'est Paul Marchionni, 332 caps. Hein, il n'est pas 2 fois quand même, Claude Pape. Paul Marchionni, bon, vous étiez parti 2 saisons à Nice, bon, dans des conditions un petit peu rocambolesques, on ne va pas revenir dessus, mais on a 2 des plus capés au Sporting qui sont là. Le quatrième, c'est Yannick Cahuzac, il en a 330. C'est pas mal quand même. Mais Claude Pape, il est là. Il est là dans tous les classements, finalement. Et à l'époque, on partait pas comme ça. Hein. Pratiquement, Charles l'a vécu aussi. On restait toute une carrière dans le même club. Hein. Oui, mais il avait été sollicité quand même. Oui, mais... Assez quand même. Hein. C'était... moi, je faisais chambre avec lui. Claude, c'était sa famille, ses enfants, sa femme m'a dit, c'était Porto Vecchio, c'était ses amis, et voilà, donc, et je me souviens, quand on partait en déplacement, bon, c'était pas le plus heureux. Hein. Il était magagneur aussi, ça c'est ce qu'on sait pas. Alors vous étiez avec lui dans la chambre, vous étiez avec Fanfan Félix, donc il y avait des parties de contrée, comment ça se passait alors? Ah ben, on jouait à la contrée, bon... Et c'est vrai que c'était un chambreur. Hein, Claude, c'était un chambreur d'ailleurs. Charles est là pour le reconnaître. Charles, vous étiez sa victime préférée, c'est ça? Oui. Bon, je l'acceptais parce que je ne pouvais pas faire autrement. Hein. Mais bon. Après, il marquait des buts, hein, il fallait l'accepter. Hein. Bon, voilà, il fallait le respecter aussi. Parce que, il avait un fort caractère aussi, hein, c'est ça. Oui, on ne le sentait pas, nous, depuis les tribunes ou devant la télé. Juste, je verse au débat, regardez cette déclaration de Roland Courbis, qu'il y a dans votre livre, hein, Jean-Marc. Hein. Dans les couloirs qui mènent au terrain, on se serrait la main. Chez lui, ce n'était pas seulement un geste de routine, de politesse, on sentait de l'humilité, de la considération, de la franchise. Ça, c'est important venant de Roland Courbis. C'est quand même assez... Justement, ça argumente la vision un peu contradictoire qu'il renvoyait. C'est-à-dire que c'était quelqu'un, même ceux qui le voyaient très peu, comme Roland Courbis, comme d'autres qui l'ont croisé pendant sa carrière. Hein. On cite Arsène Wenger, vous avez cité tout à l'heure Jean-Michel Larquet, Olivier Rouillet. Michel Platini, Rachid Nekoufi, il y en a plein. Et tous, ça fait 40 ans qu'il nous a quittés. Et pourtant, ils l'ont croisé peu, des fois dans les couloirs, des fois une poignée de main, un regard. Mais alors, ça leur est resté dans les mémoires, c'est assez incroyable. Une question qui nous taraude, nous, jeunes amoureux du Sporting, jeunes amoureux du foot corse. Quand il subit ce tacle de Jean-Claude Lemoux, qui n'a pas vraiment fait exprès, hein, c'était en mai 82, est-ce qu'il veut revenir? Oui. Ça, c'est important. Il vous l'a confié? Oui. Il voulait à tout prix rejouer? Oui. D'ailleurs, lorsqu'il était à Miom, il était en petite rééducation, je dirais, quoi, puisqu'il y avait le docteur Mameli qui était là-bas en permanence avec lui. Et donc, il allait là-bas 2-3 fois par semaine pour essayer de revenir un petit peu. Ouais, il voulait revenir. Et ça, c'est une information quand même. Ça, c'est quand même une information. Ça nous permet d'évoquer un petit peu le mythe Claude Pape. C'est une exploration qu'on avait réalisée il y a une dizaine d'années avec Didier Rey, historien du foot. Et ce que dit Didier Rey, c'est souvent très vrai. Écoutez. Le défenseur stéréotypé correspond à ce qu'aime le public, mais le grand joueur créatif et très technique, c'est aussi ce qu'aime le public. C'est-à-dire qu'en réalité, finalement, le Claude Pape est l'autre versant de la pratique et de la vision du football telle que les Corses l'aperçoivent dans ces années 70. Le mythe Pape, il va se confondre avec l'épopée européenne du Sporting Étoile Club de Bastia 77-78.
Oui, effectivement, parce que là, c'est d'abord toute l'équipe bastiaise, évidemment, est à un certain niveau, mais c'est vrai que le meneur de jeu, Pape, bien encadré par ça va éclairer véritablement l'équipe bastiaise, et il est le symbole par excellence de la réussite du football corse au plus haut niveau international en club. Et puis il y a ce fameux but contre les Grasshoppers de Zurich en demi-finale. Bastia l'emporte 1-0. Ça lui ouvre les portes de la finale. Le football est un jeu un peu bizarre, il y a des bonnes périodes et des mauvaises. Je crois que Bastia, en ce moment, est dans une bonne période. C'est tout un symbole finalement, c'est-à-dire qu'on a une équipe corse qui arrive pour la première fois en finale d'une Coupe d'Europe, de Coupe de l'UEFA en l'occurrence, et il se trouve que le dernier but aussi, on ne le sait pas encore, mais le dernier but de cette campagne européenne est marqué à Furiani par Claude Papi. Claude Pape, il meurt à 33 ans sur un terrain de tennis alors qu'il avait un volume physique phénoménal. Il meurt en sportif. Ça aussi, ça ajoute au mythe. C'est dramatique, mais ça ajoute au mythe. Ça ajoute au mythe, bien sûr. Oui. Et puis, on l'a dit, c'est un moment où le Sporting commence à aller très mal, et puis bientôt, 86, la descente en seconde division, et ça marque définitivement la fin de l'homme. Jean-Marc Raffaelli, Claude Papi donc meurt à 33 ans, rupture d'anévrisme sur un terrain de tennis. C'est la fin d'un monde. Oui, c'est la fin d'un monde. Je crois que si la population corse, vous parliez tout à l'heure qu'il appartenait à l'imaginaire collectif de la Corse, je pense aussi que ça va au-delà du simple génie du football. Pape, c'est l'incarnation de la Corse des années 70. C'est une époque à la fois bénie parce qu'il y avait, comme le disait Jean-Paul tout à l'heure, il y avait de grandes valeurs humanistes qui malheureusement ont tendance à se perdre et auxquelles on veut encore se raccrocher, mais c'est aussi une époque, une période où la Corse souffrait. Il ne faut pas oublier qu'elle était montrée du doigt. Il y avait de la violence, il y avait des attentats. Elle était aussi discriminée par les instances du football, et Claude nous disait souvent qu'il en souffrait. Et je me demande dans quelle mesure les exploits qu'il pouvait avoir sur le terrain et avec ses partenaires qui sont avec nous, je me demande s'il n'y avait pas un lien entre ces exploits et la situation de la Corse. Peut-être que c'est la Corse. Pour la Corse, c'est ça l'idée. Je crois qu'il y a beaucoup de ça. Regardez ces images, parce que désormais il y a une place Claude Papi à Bastia. M'a dit, vous y étiez à cette inauguration, il me semble, en tout cas il y avait tout le monde, Paul, Charles, et sa mémoire demeure dans les jeunes générations. Ça vous frappe, ça fait quand même 40 ans. Oui. C'est très émouvant. Ouais. C'est vrai que les jeunes nous en parlent de Oui, Pape. tout à fait. C'est extraordinaire, c'est un mythe, c'est une légende. C'est une légende, Laurent. Les légendes ne meurent jamais. Alors moi, il m'est difficile de dire le pauvre Claude. Pour moi, il est toujours vivant. Ouais. Et encore aujourd'hui, 40 ans après, on fait des émissions, on fait des livres sur lui. Pour moi, il est toujours là. Regardez ce que dit Gilles Occioni, qui a quand même été capitaine du Sporting. Tous ces récits mis bout à bout, parce qu'il y a la transmission dans l'histoire de Pape, il y a l'histoire de la Corse aussi. Je me suis forgé une telle image de lui que j'ai parfois cette sensation étrange de l'avoir connu. Charles, quand on vous apostrophe dans la rue, vous aussi, vous êtes un mythe et une légende, on vous parle parfois de Pape, même des jeunes ? Oui, bien sûr. Claude, c'est... Comment dire, on en parle naturellement, c'est normal. Comme s'il était encore parmi nous. C'était le plus grand de tous. C'est le plus grand pour vous. Ouais, exactement. Alors on va demander un petit peu son avis à un certain Dragan Jazic qu'on a joint du côté de Belgrade. Il vient de se faire opérer d'une hanche, mais il a tenu à être dans cette émission. On l'écoute. Claude Papi était un grand joueur. On a joué pendant 2 ans. On donnait bien d'endurance. J'adore jouer avec lui car il savait quand passer le ballon. Il savait quand passer le ballon à ma jambe ou en diagonale. J'ai joué beaucoup avec numéro 10 comme le joueur à étoile rouge de l'équipe nationale et vraiment c'est un très intelligent joueur. Moi, je pense à un
numéro 10, le meilleur joueur en Europe quand je jouais à Bastia. Je suis vraiment triste qu'il nous a quittés si tôt. Il restera dans mon meilleur souvenir comme un bon ami et un grand joueur. C'est une légende de Cesc Bastia. Une légende pour Djazic, m'a dit Claude Papi. Moi, Djazic, pour moi, ça a été le meilleur joueur étranger qui est venu jouer à Bastia. C'est beau ce qu'il dit de votre mari défunt. Mais il était souvent chez nous à la maison. Jean-Marc, 10 secondes. Papi, moi, en un mot. Moi, pour terminer, je citerai Michel Patilly. Michel Patilly disait que le rêve de tout joueur, c'est non seulement de faire des exploits sur le terrain, mais de créer des émotions profondes, celles qu'on n'arrive pas à extérioriser. Merci, c'est la fin. Merci à tous. C'est fini. Coup de sifflet final.